Bienvenue dans l'Unidaceusement Connecté, l'émission qui vous invite à vivre une connexion inattendue entre deux personnalités du monde. Elles abordent leur parcours, leurs rêves et participent à mettre en lumière de nouvelles perspectives pour l'égalité. Merci mesdames d'avoir accepté mon invitation, Laurence et Audrey. Bienvenue. Merci à toi. Merci. Alors, pour démarrer, est-ce que vous vous connaissez? Non. Non, du tout. Okay. Effectivement, l'objectif aussi est de créer des connexions. Parce que déjà, la bonne question est d'où êtes-vous connecté pour cet échange enregistré sur Zoom? Audrey, où es-tu? Moi, je suis à Lima, au Pérou, en Amérique du Sud. C'est génial. Et toi, Laurence, où es-tu? À Paris. Ok. Et moi aussi à Paris. Mais donc, cette rencontre, toutes les trois, n'aurait pas pu être faite autrement que dans ce contexte, en tout cas aujourd'hui. Et donc, je vous remercie d'avoir joué le jeu de cette connexion, puisque c'est aussi l'objectif, puisque les Luminatieuses organisent plusieurs événements sur Paris, mais Paris n'est pas le centre du monde. Hein. Donc, l'objectif aussi, c'est de dire et de donner la parole à d'autres femmes et d'autres régions et de créer ces connexions que nous, on fait très bien en présentiel. Mais malheureusement, on n'aurait jamais la chance, en tout cas pas tout de suite, d'avoir Audrey parmi nous. Et peut-être Audrey et Laurence, le duo, surtout que je crois que Laurence ne va pas rester encore très longtemps sur la France. On en parlera derrière. Donc, merci à vous. Alors, on va démarrer par Laurence. Donc, Laurence Fischer, ambassadrice pour le sport au ministère, ancienne ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Jusque-là, je crois que je ne suis pas mauvaise. Athlète de haut niveau, triple championne du monde de karaté, maman, femme engagée, et surtout, pourquoi engagée? Parce que tu es militante pour l'éducation et l'éducation par le sport, et tu as fondé une association qui s'appelle Fight for Dignity. Ouais. C'est ça. Jusque-là, je ne suis pas trop mal. Je dirais que c'est un peu plus que l'éducation, mais comme l'éducation, ça a un sens très large, je prends. Merci, Sabine. Oui, c'est pour ça que je trouvais que de manière large, l'éducation par le sport, en tout cas, tu donnes une force par le sport pour aller plus loin et je trouvais cette formulation assez intéressante aussi. Donc, alors, nous, on a connu Laurence. Alors, moi, j'ai connu Laurence avec Fight for Dignity. Je n'ai pas connu Laurence championne de karaté. Donc, raconte-moi comment tu te mets au karaté et comment tu te retrouves dans cet univers qui, à la base, bon, quand même, le karaté, on va pas dire que c'est le sport où tous les parents, alors moi de mon oncle, hein, parce qu'après je pense que tous les parents n'ont pas la même vue, mais moi de mon oncle, c'est pas le sport où ma mère m'aurait encouragée à pratiquer et en plus à devenir championne du monde de karaté, donc et triple. Donc ça veut dire que ça a été une vraie passion pour toi. Donc raconte-nous, je pense qu'Audrey de son côté a hâte de découvrir un peu comment on arrive à toi aujourd'hui. Ouais, écoute, merci en tout cas, merci Sabine pour la présentation et merci aussi de pouvoir être avec vous. Et j'ai hâte aussi de t'entendre aussi. Le parcours, il est assez classique somme toute parce que c'est mon père qui pratiquait, donc qui était assez passionné, qui m'a voilà, je l'ai accompagné à l'âge de 6 ans au dojo, mais ça m'avait pas plu à l'époque. Puis c'est à l'époque aussi, c'est dans les années 80, c'était pas très comment dire, pédagogiquement ou parce qu'on parlait d'éducation, c'était quand même pas terrible. Moi j'ai trouvé ça violent, ça m'avait pas plu, ça m'a fait peur. Et puis j'y suis revenue à l'âge de 12 ans, et notamment parce que mon père était en train de passer ses diplômes pour être enseignant. Et de fil en aiguille, de par ma personnalité très introvertie, ça a été un vrai moyen, magnifique moyen d'expression, un moyen de pouvoir aller vers les autres. Et ça a été, voilà, j'ai été dans ce circuit du sport français et son modèle qui est vraiment le sport pour tous. Je suis aussi issue d'un milieu modeste et donc d'avoir été identifiée pour mon potentiel
certainement pas, enfin, avec beaucoup de, voilà, avec un caractère quand même très, enfin, disons que ça m'a permis de me révéler, mais j'étais quand même très, très timide. On va pas dire que c'est le mental qui a fait la différence au départ, parce que j'osais pas, enfin, j'étais vraiment, mais en tout cas, mon potentiel était, voilà, avait été identifié par les gens que j'ai fait un cursus, un parcours normal de compétition, enfin, jusqu'à arriver à l'équipe de France à 16 ans. Et voyant que c'était sans avoir vraiment besoin de parler, mais par l'action, arriver à m'exprimer, j'ai persévéré, voilà, c'était aussi très valorisant. Et jusqu'à ce que premier titre à 25 ans et le dernier à championnat du monde en lutte tous les 2 ans. Le dernier titre qui était l'arrêt de ma carrière à 33 ans, et c'était en 2006. Ouais. Et il n'y a pas en parallèle de ça m'ouvrir à d'autres, parce que je suis très curieuse, à d'autres, beaucoup d'autres choses, notamment mes engagements activistes, voilà, pour lutter contre les inégalités. Et justement, avant de rentrer là-dessus, on va aussi donner la parole à Audrey. Audrey Cordova-Rampant, journaliste indépendante franco-péruvienne, réalisatrice de documentaires, productrice et photographe. C'est bien ça? Je ne me trompe pas de personne, c'est bien la bonne que j'ai invitée. Merci aussi à toi de t'être joint à cette rencontre avec Laurence, cette connexion lumidacieuse. Donc, moi, je te découvre. Je ne te connaissais pas. Donc, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu se rencontrer. Je dirais après la connexion que j'ai eue avec Laurence et l'association. Et en regardant ton parcours, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça est né? Comment cet engagement, cette envie d'être la parole de vous deux, vous avez vraiment ce lien, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous mettre ensemble, c'est aider les invisibles, leur donner, les aider, leur donner des clés, des ressources. Donc, alors tout à l'heure, j'ai parlé d'éducation, c'est volontaire, mais toi aussi par l'éducation pour nous, de comprendre ce qu'ils vivent. Et raconte-nous donc ton parcours, parce que tu as vécu en France, tu es partie au Pérou, tu as toujours été au Pérou. Moi, dis-nous, parce que les lumidacieuses ne te connaissent pas. Donc, raconte-nous un peu le parcours d'Audrey. Et puis, on rentrera en détail sur des petites actions très fortes que tu as menées, et peut-être qu'on a même eu l'occasion de voir sans savoir que c'était toi derrière. Donc, qui est Audrey? Je suis née en France. Ma mère est française et mon père est péruvien. Donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, le bac, club de volley. J'ai fait du sport aussi, un petit peu. Et j'ai toujours voulu, je pense, être journaliste. Et puis ensuite, à l'âge de 18-19 ans, j'ai passé, on va dire, un moment un peu compliqué au niveau familial, et j'ai décidé de partir en Espagne pour faire mon université en journalisme là-bas à Madrid. Parce qu'en fait, pour moi, c'était très important de parler aussi bien le français que l'espagnol. Donc, j'ai décidé de partir faire mes études là-bas. Donc, j'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Et puis après, je suis revenue en France. J'ai travaillé en presse écrite régionale en Bourgogne. Et puis, je sentais que j'étais plus du tout la même qu'il y avait 4 ans en arrière. J'avais beaucoup changé. Forcément, 4 ans dans un pays étranger, ça change beaucoup. La vision du monde, comment on se situe dans la société. Et du coup, j'ai toujours voulu aller au Pérou pour connaître le pays de mon père. Je le connaissais déjà, on y avait déjà été en vacances, mais d'y vivre, je pense que c'est autre chose, c'est une autre expérience. Et voilà, donc à 25 ans, j'ai décidé de partir à Lima. Et bah, ça fait depuis 10 ans maintenant que j'habite ici au Pérou et que je me dédie à ce que j'ai toujours voulu faire, c'est le journalisme d'enquête et maintenant à la production de documentaires. Parce que c'est pour moi une façon comme tu as dit avant, Sabine, de rendre visible des personnes, des situations qui ont pendant beaucoup d'années
de décennies ou de siècles ont été invisibles. Et pour moi, c'est très important de participer à ce changement de vision du monde. Et qu'est-ce qui a fait que tu as, voilà, t'as choisi cet engagement par le journalisme aussi, et tu aurais pu aussi faire ce même travail en France, enfin, ou en Espagne d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix de le faire au Pérou? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que toute cette transmission que mon père m'a donnée sur le Pérou, non, depuis très petite. Enfin, il m'a toujours parlé en espagnol, il m'a toujours parlé du pays. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été très curieuse de savoir comment c'était. Et puis ensuite, je pense que cette façon dont la France et en Europe en général, on parle de l'Amérique du Sud, c'est quelque chose qui m'a toujours très euh, c'est pas le mot vraiment dérangé, mais un peu comme inquiété. J'étais toujours assez sceptique de la façon dont on parle du Pérou, non? Et c'est pour ça que je suis restée ici, parce que je me suis dit que peut-être en étant ici, depuis le Pérou, peut-être que je pourrais participer à changer cette vision qu'on a depuis la France ou depuis d'autres pays, de ces pays du sud global, comme on dit. Et pour moi, c'est important parce que c'est vrai que, pareil, j'ai grandi dans une famille modeste. Mes parents n'ont rien à voir avec le journalisme. Ma mère est professeure d'espagnol. Elle a mis 10 ans à avoir son CAPES. Mon père n'avait pas de diplôme quand il est arrivé, forcément. Il parlait pas forcément la langue. Il a dû travailler dans plein de choses. Et maintenant, il a réussi à changer d'avoir une profession, de créer sa profession. Il enseigne l'espagnol à des étudiants en université. Donc, ça a pris 20 ans. Voilà, donc je les ai vus tout le temps, tous les deux, se battre pour nous offrir le meilleur à mon frère et à moi. Et donc, je me suis dit, peut-être que tu pourrais y arriver, faire du journalisme, justement, à ce que tout ce, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend des autres, d'autres pays, ça puisse y avoir un changement dans cette narrative. Et pour moi, voilà, c'était important. Et aussi parce que je me suis rendu compte que au Pérou, des fois, le journalisme d'investigation, c'était pas forcément quelque chose de très important ou une priorité, en tout cas, dans la société. Et je suis arrivée à un moment où les choses bougeaient beaucoup ici. Il y avait beaucoup de médias indépendants qui se créaient, un peu comme Mediapart. Donc, c'est des médias qui sont reconnus au niveau latino-américain. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que je suis restée. Et toutes les deux, parce que vous êtes quand même dans des univers, alors malheureusement, c'est un peu le sujet de fond et qui fait aussi que je ne m'ennuie pas chez Lumidaceuse, c'est que la place de la femme est compliquée dans le monde entier. Comment tu t'arrives donc au Pérou à 25 ans pour dire bonjour, c'est moi, je suis journaliste, donnez-moi ma place, ou alors poussez-vous, je prends ma place. Parce que en France, je pense que tu connais le sujet, le journalisme est compliqué pour les femmes, de trouver sa place, d'avoir des reportages intéressants. Laurence, elle connaît bien le sujet vis-à-vis du sport, hein, pour avoir en face des commentatrices sportives femmes, c'est compliqué. Donc tout est compliqué. Et là, tu touches en plus quelque chose qui est un peu dangereux, entre guillemets, quoi. Tu touches l'investigation, quelque chose qui, voilà, où quand Laurence va pour se défendre dans un combat au karaté, ben, c'est aussi quelque chose où on ne voit pas forcément, ou en tout cas, on ne veut pas imaginer des femmes le faire. Donc, comment tu le vis, Audrey, toi, où tu l'as vécu il y a 10 ans quand tu es arrivée? Est-ce que les choses ont changé par rapport à aujourd'hui? Et puis après, on donnera aussi la parole à Laurence, parce que je pense qu'elle a aussi des choses à dire sur ce sujet-là. En fait, je suis partie aussi parce que j'ai senti que je n'arriverais pas à trouver ma place en France. C'est très, très difficile. C'était très difficile comme situation. Et je trouvais que, enfin voilà, moi, j'ai toujours vécu en Bourgogne, j'avais aucun contact à Paris. Et je trouvais que ça allait être très difficile de. Enfin, je pensais que j'y arriverais pas, en fait.
Et je sentais aussi qu'il y avait cet obstacle, hein. Enfin, moi, j'entendais dans le journal des fois des commentaires sur les femmes, voilà, qui étaient complètement déplacés, des collègues, hein, journalistes. Euh, bon, après, c'était des anciennes générations, voilà, mais c'était pas vraiment un espace où je voulais grandir, et en tout cas, je ne sentais pas que j'allais pouvoir progresser, que j'allais pouvoir grandir. Et je trouvais aussi qu'on n'allait pas forcément me donner cette opportunité. Par exemple, d'aller filmer, d'aller prendre une caméra, d'aller... Non, enfin, je faisais mes photos, mais je sentais bien que c'était pas suffisant. Donc, je me suis dit, eh bien, si c'est pas ici, peut-être que ce sera là-bas. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé en un mois, en étant ici à Lima, alors c'est vrai, je connaissais personne, j'avais aucun contact dans la presse, et j'ai cherché à bosser dans une ONG environnementale. Et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'ils m'ont embauchée. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 1 an et demi à peu près. Donc, j'ai fait mon premier documentaire sur l'orpaillage dans l'Amazonie. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Donc, ça a été vraiment une grande opportunité pour moi. Et en fait, comme je dis souvent, les opportunités, faut savoir les prendre. Donc, j'ai foncé. Et en fait, j'ai foncé pendant 10 ans. Et j'ai pas forcément senti, ou alors je voulais pas forcément le voir, ce plafond de verre, de cristal, ou moi je dis un plafond d'acier, parce que des fois ces plafonds-là nous laissent pas voir forcément l'espoir. Tout qu'en fait, on te laisse même pas t'imaginer de quoi tu pourrais être capable si tu arrivais à traverser ce plafond, quoi, en fait. C'est ça, en fait. Et moi, enfin, j'ai bossé dans une boîte dans laquelle on me disait, mais tu sais utiliser la caméra, alors que ça fait 6-7 ans que je suis photojournaliste, que j'ai fait des cours documentaires, des vidéos-reportages. Et qu'on te dise ça quand tu as déjà une dizaine d'années de parcours, tu te prends une claque dans la figure, quoi. Parce que tu te dis, j'ai déjà prouvé d'une certaine manière de quoi je suis capable, et qu'on me demande, mais tu sais utiliser la caméra? Tu sais, enfin, tu sais? Ouais, c'est une sacrée claque, quoi. Donc, maintenant, j'en ai 34. Et c'est en fait, c'est maintenant que je le sens plus. C'est D'accord. maintenant que je sens que je suis arrivée à un top. Et en fait, maintenant, tu vas rester là, en fait. Tu peux pas avancer plus, en fait. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai foncé, j'ai pas arrêté. Et justement, en fait, il est là le problème. C'est qu'on est obligé de bosser deux fois plus, d'être 2 fois la meilleure que les autres, euh, pour pouvoir prendre la place, en fait, pour qu'on puisse nous reconnaître, pour qu'on puisse reconnaître notre travail. Et je pense que ça, au Pérou et en France, c'est malheureusement la même situation. Laurence, tu as dû aussi vivre des situations similaires dans le sport. Oui, bien sûr. Après, si je dois faire le parallèle avec la spécificité du journalisme sportif, hein, que les femmes, le pourcentage de femmes journalistes dans les rédactions sport, c'est extrêmement limité. Ça continue à être enfin, minoritaire en pourcentage. Mais je peux, par exemple, aujourd'hui, parler de cette sororité aussi qui s'est mise en place avec une association qui a été créée qui s'appelle Femmes journalistes de sport et voilà, il y a eu un documentaire qui est sorti avec le témoignage enfin, qui était fait parce que tu es aussi réalisatrice qui a été fait autour de la condition avec des témoignages de femmes. Je pense à Nathalie Gannetta qui a été une des premières femmes sur Canal+ à commenter le football dans les années 90 quand même. C'est très en fait, voilà, à l'échelle du journalisme sportif, de ces femmes extraordinaires enfin, comme oui, en comparaison, ça pourrait être ce que j'ai vécu dans une discipline dite masculine, voilà, on s'est quand même, enfin, je dirais que moi, je m'en suis pas rendu compte au départ. Enfin, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai eu la chance d'être dans des clubs bienveillants. Euh,
au départ, c'était avec mon père, donc c'était facile, mais dans des clubs où justement, même si c'était un club qui préparait au haut niveau, on travaillait en mixité. Et c'est peut-être aussi à la fois le paradoxe, c'est que la force, c'est qu'on s'entraîne avec des garçons, mais c'était un des rares clubs où les hommes acceptaient de s'entraîner avec les femmes. Et donc, j'ai pas vraiment connu à l'échelle du club où on avait une bonne ambiance, on faisait les choses ensemble, vraiment la comparaison. Là où ça commençait à venir, c'est quand effectivement ça rejoint l'expertise, tu commences à gagner des compétitions et tu te rends compte que ben, déjà, et encore aujourd'hui, le combat par équipe, masculin, c'est 5 athlètes, les filles, on n'est que 3. Donc à l'échelle d'une stratégie de gagne où tu vas placer, il y a 2 victoires, c'est plié, quoi, parce que c'est on cumule des victoires en combat. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a eu une égalité de catégories de poids en karaté en 2008, 5 catégories masculin, féminin. Donc voilà, c'est pour donner des exemples très concrets. On n'a toujours pas d'entraîneur national femme. Enfin, je dis entraîneur, je peux pas dire entraîneuse d'ailleurs. On dit, bon, alors, ça se dit pas, mais Il voilà, y a pas d'entraîneuse, il y a non, pas d'entraîneur femme non, et ça en n'existe pas. 2023? En 2023, ça n'existe pas. Il n'y en a jamais eu. Donc, je veux dire, il y a après, sur le volet les stéréotypes et les préjugés, euh, on associe, ça c'est en termes d'identité, de genre, enfin, dans ce gros cliché de la femme doit être féminine et l'homme doit être viril. Alors là, tu fais un sport de combat, on va faire un lien direct entre ta sport de combat, donc tu es une femme homme, et puis tu es homosexuel puisque tu es une femme homme. Je prends les raccourcis, mais puis après, je vois Bien pas ce sûr. que la sexualité a à voir avec ta pratique. Et je te rejoins tout à fait aussi sur la compétence ou la reconnaissance à l'égalité d'une performance masculine. On doit faire le triple pour qu'on se dise ah ouais c'est pas mal. Et c'est C'est encore ça. c'est encore une réalité. Enfin, ou alors, ou alors alors je sais pas peut-être comment ça peut se traduire à l'échelle de la fonction de journaliste, mais parce que nous, le corps est quand même notre outil de travail. Penser dans son parcours, dans sa carrière, à avoir un enfant. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'on a des exemples extraordinaires comme, je pense à Clarisse Agbenoniou, mais avant elle, il y a eu Christine Aron. On a eu des athlètes, ou Laura Flessel, qui ont réussi à justement vivre une maternité plus ou moins épanouie et en même temps reprendre leur carrière après. Enfin, oui, mais on sait mieux faire, accompagner la grossesse et continuer à faire des exercices, à s'entraîner, puis mieux récupérer. Ou Clarisse, elle a été championne du monde avec Athéna, sa fille, qui avait 10 mois à peine. Et donc, elle l'allaitait en même temps elle s'échauffait. Mais c'est pour dire qu'on évolue. Ou alors, je prends un autre exemple en matière de business, la légendaire Alixon Félix, qui a ou Nike a refusé de continuer son partenariat avec elle parce qu'elle était enceinte, alors que c'est une légende de l'athlétisme quand même. Ils ont changé. Après, ils ont quand même. Mais il a fallu que cette icône de l'athlétisme américaines disent, du poing sur la table, disent non, c'est pas normal. Bon, et j'en passe, je prends des exemples, mais à mon échelle, à mon niveau, sur une discipline mineure, sous-médiatisée, non professionnelle et non olympique, voilà, donc à petite échelle, oui, on le vit pleinement. Euh, euh, mais personnellement, voilà, je fais ce constat qui évolue, hein, ça évolue, mais c'est très fragile. Hein, on est quand même, il suffit d'une décision politique, il suffit d'une conjoncture pour que je pense que et la Covid a aidé à une régression dans notre statut. On continuera à représenter globalement dans le sport une minorité dans le sport tel qu'il existe aujourd'hui. Euh, mais moi, je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin voilà, on est quand même, c'est fragile, le statut est fragile et le combat malheureusement est permanent. Que tu as eu des enfants? Oui, 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 mais alors ça c'est intéressant, mais bon, donc j'ai 2 enfants qui ont 9 et 10 ans et donc ils sont arrivés et mon mari est arrivé
j'aurais aimé vivre l'expérience comme Clarisse ou d'autres athlètes en étant encore athlète, de vivre la maternité. Malheureusement, je n'avais pas rencontré enfin, la personne pour construire cette famille. Ouais. Donc oui, j'ai 2 enfants. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que en RD Congo, il faut que je précise aux survivantes que j'ai une famille, que je m'occupe bien de mon mari et elles me disent, ah, tu n'as que 2 enfants. Oui, pour un peu essayer d'enlever les stéréotypes de la femme combattante, quoi. Tu as été pendant plus de 3 ans ambassadrice pour le sport. Donc, ça consiste en quoi être ambassadrice pour le sport? Parce que tout à l'heure, tu as dit un sport peu médiatisé, un sport masculin, un sport, tu as donné plein de choses qui font que le karaté, mais tu as pu être quand même cette femme qui prenait ce poste avec une carrière de triple championne du monde de karaté à un poste au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, raconte-nous cette aventure. J'ai pas d'équivalent. Je suis la seule athlète à avoir été, issue de la société civile à être ambassadrice. Donc c'est une confiance aussi. Donc j'en suis extrêmement reconnaissante. Une expérience sans égale, extraordinaire. Et je pense que ce qui a fait le choix du gouvernement de me proposer, de me mettre, proposer de porter la diplomatie sportive. Après j'ai 2 prédécesseurs qui ont structuré le réseau diplomatique français autour de ce soft power qu'est le sport à l'échelle diplomatique. C'est parce qu'aussi j'étais le globe-trotter, effectivement, Sabine, par le fait d'être athlète. C'est une très grande force quand on parle des valeurs. Ça fait partie de ce qu'on porte, athlète, d'aller à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, partout dans le monde à travers ces compétitions sportives. Et ça, c'est aussi un privilège culturellement de pouvoir échanger au-delà de nos religions, de notre couleur de peau, de notre statut, et de notre voilà, de pays qui en conflit ou pas conflit. On partage d'abord une passion commune. Et puis, et aussi, j'ai beaucoup voyagé parce que, de par mes convictions humanistes, et de croire au pouvoir du sport comme un outil de reconstruction, d'échange, d'égalité et tout ça. Voilà. Je pense que ça a été aussi, c'est ce que j'ai soutenu au sein de. Donc, ma fonction, c'était de porter le sport à travers les grands événements sportifs internationaux qu'on accueille. Je pense évidemment à Paris 2024, les Jeux qui arrivent l'année prochaine, la Coupe du monde de foot féminine en 2019, de rugby, et comment est-ce que ça participe à l'excellence, au rayonnement, de faire connaître nos valeurs, ce qu'on porte en France de meilleur, ou les idées qu'on soutient par le sport et la paix, évidemment. C'est un vecteur de paix, mais aussi le sport business, voilà. Et c'est vrai que ça ouvre je pense que l'essence même, a priori, en tout cas de la diplomatie, c'est l'écoute et la négociation, d'être en capacité de faire savoir notre savoir-faire, et à l'échelle de ce domaine très précurseur et très récent, très jeune du sport, de pouvoir le partager au plus grand nombre grâce au réseau diplomatique français qui est quand même le 3e plus grand dans le monde, et de porter je dis le pouvoir du sport à l'échelle du développement durable, mais aussi ça a été la francophonie, c'était vraiment comment, voilà, est-ce que la transversalité du sport peut être aussi un langage commun d'échange avec les autres pays. Voilà, c'est la coopération bilatérale, c'est une capacité de se parler sur ces différentes thématiques, et c'était merveilleux. Voilà. Donc j'ai été et comme toutes les bonnes choses ont une fin, comme à la carrière sportive, je pense aussi à la diplomatie féministe, j'avais mon homologue, c'était Delphine O, qui a été secrétaire générale du Forum Génération Égalité, où on a sur le off, parce que ce n'est pas partie des 6 piliers du forum, on a quand même porté aussi le sport et les 6 grands points qui sont l'égalité salariale, les violences sexuelles, et évidemment l'égalité, j'ai dit, les médias, les rôles modèles, l'accessibilité et la gouvernance. C'est des points vraiment aussi fondamentaux pour notre égalité,
mais ce sont des points aussi qui ne sont que le miroir de la société, voilà, où nous, on le porte aussi à l'échelle, évidemment, à l'échelle du sport, et comment on peut à la fois être une solution, comment on peut y répondre, et comment on peut aussi mettre l'ensemble des acteurs, mouvements sportifs, institutionnels, organisations internationales, ONG, société civile, autour de cette thématique pour travailler ensemble. Parce que je t'ai lancé sur ton rôle d'ambassadrice, parce que à un moment, j'ai entendu comment tu dis que oui, petit, tu dévalorisais un peu toute la grandeur de tout ce que tu avais fait, et qui quand même été assez visible pour être reconnu aussi pour cette fonction. Mais tu as aussi, avant ça, et donc tu es rentré au ministère avec cette connaissance de cause-là, aussi d'un engagement fort sur justement les violences faites aux femmes. Et donc, Spy for Dignity, moi, j'ai toujours entendu que ça avait démarré en République. J'entends le Congo, mais je crois que ça a démarré en Afghanistan, en fait. Oui, merci Sabine. En fait, l'Afghanistan, ça a été un facteur déclenchant puisque j'avais accompagné à l'époque une autre ONG qui est toujours d'ailleurs, enfin qui s'appelait Sport sans frontières, qui est maintenant Plan International. Et ça a été un facteur déclenchant sur le fait de cette je sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas de pouvoir être libre, voilà, et de voir que la liberté tenait parfois au simple fait d'être une femme ou pas, et que c'était ça m'avait vraiment marqué de voir que des petites Afghanes ou même des travailleuses sociales aussi, enfin parfois, mais ne pouvaient pas, enfin en matière de sport, ne pouvaient pas pratiquer parce qu'elles étaient femmes. Enfin, et encore, on est post-Taliban, hein, c'était en 2005. Et ça a été un gros choc. C'est pas que je le savais pas, mais quand on va, j'ai passé un mois à Kaboul dans le cadre de la fin de mon cursus grande école à l'ESSEC. J'avais vraiment, j'étais totalement, c'était le premier choc en échangeant avec elle, et elle te dit tout à fait naturellement, ah ben moi je prends le risque en gros de mourir à venir pratiquer. Ou qu'elles avaient pris ce risque-là par rapport à leur famille, par rapport, voilà. Donc c'est un engagement politique aussi de leur part c'est une prise de risque énorme. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, qui a été pour moi un facteur déclenchant dans mon engagement spécifique au niveau de l'égalité. Et le deuxième, l'Afghanistan, ça a été on est sur du conflit post-conflit. Et je me suis vraiment rendu compte que je ne savais pas ce qu'était la guerre, même si mes grands-parents l'ont vécu. Et ça a été de voir un pays et des citoyens plus qu'à genoux parce qu'ils ont vécu des décennies de guerre. Je me dis, OK, voilà, ça te ramène à une réalité que tu ne peux pas comprendre tant que peut-être que Audrey, tu pourras en parler globalement sur ton expérience, mais ça a été un facteur déclenchant pour ensuite être extrêmement sensible à ce sujet. Et effectivement, la rencontre du docteur Denis Mukwege à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones a été extrêmement impactant sur ma volonté de concrètement et de manière pérenne m'engager sur cette thématique et de lui proposer mes compétences et mon expertise à l'échelle de ce qu'il a mis en place en 2008 d'accompagnement holistique. C'est vrai que je le fais que dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire où je plug la partie corps en faisant le triste constat que sur du post-trauma et sur la capacité à accompagner une femme dans sa reconstruction par le corps, globalement, très, très peu de choses et rien de systématique n'est fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est victime de violences et la victime se débrouille par elle-même pour avoir un autre rapport à son corps. Est-ce que la volonté donc voilà, c'est comme ça que c'est né et de docteur de m'avoir fait confiance avec très peu de moyens, parce que j'ai fait au départ de manière empirique, à penser qu'il fallait que je forme un enseignant, voilà, que je mette en place tout un dispositif dans un cadre donné où les patientes appendies, les survivantes sont accompagnées sur 3 grands piliers médical, donc sur le post-opératoire, donc elles sont souvent encore incontinentes. On est sur 45 lits. Dans une maison d'Orcas à côté de l'hôpital, donc médical, juridique, impunité, qu'elles connaissent leurs droits, qu'on fasse un relevé de preuves pour à un moment donné pouvoir faire en sorte que les prédateurs agresseurs aillent en prison. Et le 3e pilier, c'est socio-professionnel, puisque le trauma fait qu'elles sont aussi stigmatisées, rejetées, que quand elles arrivent dans un endroit où elles n'ont pas accès à l'école, elles peuvent être analphabètes, et donc c'est des formations professionnalisantes. Et moi, je dis, et le corps, là, dans ce contexte-là.
Donc, je considère aujourd'hui que le mouvement sportif, moi, ou au karatéka, mais que le sport qui se transforme en activité physique adaptée au post-trauma a cette obligation, ce devoir de se proposer à ce public qui est évidemment, malheureusement, le mal est universel. Donc, c'est des millions et des millions de victimes. Bon, alors, post-conflit, c'est évident. Enfin, il y a le viol utilisé comme arme de guerre aussi. Mais même dans des sociétés en paix, en France notamment, on est sur on a aussi énormément de victimes pédocriminalité, violences conjugales, parcours migratoires, excision, donc mutilation génitale, qui sont en France et qui sont extrêmement nombreuses. Donc moi, voilà, je m'arrête là, mais je m'inscris dans la capacité à pouvoir faire du plaidoyer, faire du prosélytisme pour les autres disciplines, pour dire voilà, on a des moyens, c'est un savoir-faire, un savoir-être, adaptons-le, partageons-le pour que un maximum de un maximum de bénéficiaires en tout cas. D'où la création de Fight for Dignity. Ça fait du bien parce que c'est vrai que ici, ces sujets-là sont très compliqués. On est dans un pays où l'Église catholique, la religion en général a un rôle très puissant et encore très puissante. On n'a pas de séparation vraiment. Sur le papier, oui, mais dans les faits, pas vraiment. On a encore des crucifix dans des espaces publics, dans les hôpitaux notamment. Et puis l'avortement, c'est pas quelque chose qui est libre ici. Hein. Il n'y a pas de protocole. Enfin, il y a des protocoles. Il y a un règlement qui a été voté. Et en fait, malheureusement, les médecins, ils le pratiquent pas. Et en fait, quand une femme veut avorter, eh bien, elle se fait rejeter dans les hôpitaux. Donc, on lui dit, bah non, tu peux pas avorter. En fait, je peux pas faire l'avortement. Et c'est un gros problème parce que ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui décident d'avorter de leur côté ou des avortements clandestins. Donc, il y a beaucoup de femmes qui meurent. Je sais plus, j'ai plus les données, mais c'est un grand problème. Et l'autre problème, comme tu mentionnais les violences conjugales, on a des centaines de milliers de petites filles qui deviennent mères à partir de 10-11 ans. Donc, c'est des victimes de viol, non? Et en fait, on leur permet pas d'avorter parce que la religion est tellement forte qu'avorter, c'est aller en enfer pratiquement, non? Donc, moi, c'est vrai que c'est des situations comme ça qui me révoltent, qui me font rester ici. Mais oui, c'est une situation que je pense qu'on voit en France et au Pérou de la même façon. Moi, j'ai connu des violences conjugales au sein de ma famille. C'est un peu pour ça que je suis partie aussi. Mais et je me suis rendu compte en venant ici en fait que c'était pas un problème que du Pérou, c'était un problème universel, c'était un problème en France. Hein. J'ai beaucoup cru pendant des années que c'était un problème de la culture péruvienne, trématiste, et qu'il l'est, évidemment qu'il l'est aussi, mais la culture française est aussi trématiste, même si on la voit pas forcément, mais c'est très ancré en nous. Je la vois dans ma famille française aussi, je la vois dans ma famille péruvienne, et je me rends compte que voilà, c'est un problème dans lequel 50% de la population du monde est d'une certaine manière obligée de vivre dans cette situation-là. Et moi, je suis maman depuis 2 ans et demi. J'ai eu ma fille pendant la pandémie au Pérou. Ça a été une expérience assez difficile. Je ne sais pas si traumatique, mais très difficile en tout cas. Parce que je sais pas si vous le savez, mais le Pérou, c'est le pays
où il y a eu le plus de décès par la Covid, par densité de population. Donc, on est le pays où il y a eu le plus de morts. C'est vrai que d'avoir vécu cette pandémie ici seule avec mon compagnon, malheureusement, il était avec moi, mais mes parents étaient en France, ses parents, lui, étaient ici, mais bon, bref, on ne pouvait pas les voir. Donc, on n'était que tous les deux voilà, à la maison et de voir tous les jours les infos, voir que les gens se battaient pour avoir de l'oxygène, qu'une bouteille d'oxygène, ça pouvait coûter 1000 euros. Que les familles s'endettaient pour pouvoir acheter de l'oxygène. Ça a été traumatique, je pense. Parce que nous, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive à nous, quoi? Et en fait, c'est une autre des raisons pour lesquelles je continue à faire du journalisme ici. C'est parce que les services de base, donc l'accès à la santé et à l'éducation, sont pas forcément des services de qualité. On l'a vu avec la pandémie, hein. Ça nous a explosé aux yeux, alors qu'on le savait déjà. Sauf que cette fois, c'était 30 millions d'habitants. C'était pas juste les régions les plus pauvres, non, les régions andines ou les régions de l'Amazonie, par exemple. Non, là, ça nous a vraiment explosé à la figure. Et à Lima, les gens faisaient la queue pour aller chercher de l'oxygène. Et c'était. Donc, en fait, c'est toutes ces raisons-là qui font que je continue à me battre, entre guillemets, ici. C'est ta pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre par le journalisme. Et comme je disais, de donner une vue à des choses invisibles et de faire un peu la loupe sur des choses la lumière, la loupe sur des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on voit très bien et qu'on veut ignorer. Hein. C'est surtout aussi, je pense souvent ça. Et là, je vais faire le lien parce que on va rentrer sur un des documentaires que tu as fait, pour le coup, que peut-être certains ont vu. Donc, j'ai cru comprendre que tu avais eu à travailler avec Cache Investigation, donc pour le coup, la télévision française. Donc, dis-moi sur quel sujet et comment, du Pérou, tu t'es retrouvé à faire ce projet, finalement, pour la France, hein, qui était aussi un de tes sujets, de donner une autre lecture du Pérou à la France. Chose faite. Oui. Alors, en fait, c'est fou parce que quand j'étais à l'université, je regardais Cache Investigation et c'était un de mes programmes préférés. Oui, alors en fait, avant de travailler avec Cache, j'ai bossé pour Vert de Rage. Donc c'est la série documentaire de Martin Boudot qui est diffusée sur France 5. Donc en fait, ce que fait Martin, c'est d'enquêter sur des activités humaines. Donc comment les activités d'extraction des matières premières impactent sur la santé des populations qui habitent à côté. Donc Martin est venu ici pour enquêter sur le plomb dans le sang des enfants d'une région qui s'appelle Cerro de Pasco. Donc, on a travaillé ensemble pendant 1 an. Et puis, en fait, après avoir terminé ce projet-là, l'équipe de Cache Investigation était en train de travailler sur un autre sujet. C'était donc les crédits carbone, le greenwashing des grandes entreprises, donc des multinationales. Donc, comment elles utilisent cette idée la neutralité carbone. Nous, on ne pollue pas puisque à 10 000 km, on plante des arbres, voilà. Donc, je sais qu'en ce moment, en France, il y a toute une polémique avec l'entreprise Total, et d'autres entreprises, hein, mais donc du coup, je me suis retrouvée à enquêter ici pour cette émission-là qui est sortie, il me semble, je sais plus si c'était en février, il me semble, de 2023. Et voilà, donc nous on a enquêté ici comment la communication de ces entreprises d'une certaine manière était fausse ou incorrecte, puisque pas forcément ces projets de reforestation ou de conservation n'étaient pas forcément faits dans les meilleures conditions et dans le respect tant de la biodiversité locale comme des personnes qui vont participer à cette conservation-là, puisque en fait, c'est des personnes d'ici, c'est des Péruviens. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Regarder les personnes qui vivent là-bas comme finalement des sauvages
non, et puis on va les observer comme ça, non, comme des anthropologues. Et en fait, non, la conservation, ça devrait pas être ça. Ça devrait être la conservation, elle devrait travailler main dans la main avec les peuples indigènes, les communautés indigènes qui vivaient là depuis des millénaires. Et en fait, cette conservation, ma sensation, c'est qu'elle est en train de justement de s'accaparer des terres pour des entreprises qui sont à 10 000 kilomètres, des entreprises qui continuent à polluer d'une certaine façon, et ça au détriment des populations ici. Et oui, voilà, j'ai trouvé que c'était important de le visibiliser et de pouvoir travailler avec Cash. Ça a été une très grande expérience. Vraiment, j'ai beaucoup appris avec eux et j'espère que genre, je pourrais continuer à faire ce genre de projet parce que je pense que c'est ce genre de documentaire et d'enquête qui permettent justement comme voilà, de montrer, regarder, ça se passe pas vraiment comme ça, c'est en train de se passer comme ça. Et, euh, et voilà. Est-ce qu'il y a des risques pour toi aussi physiques, enfin est-ce qu'il y a des risques d'agression ou est-ce que tu te sens en danger par rapport à tes engagements ou tu fais enfin... En fait, pour ce projet, pas forcément. Pour d'autres, oui. Enfin, en général, oui. Parce que moi, j'ai beaucoup couvert des activités illégales. Donc, trafic d'or, trafic de bois. Et puis, bon, bah, là, cette histoire de crédit carbone, mais bon, c'était pas si dangereux. Mais oui, il y a beaucoup de... À chaque fois que je pars, il y a un peu cette peur, non, de savoir qu'est-ce qui peut arriver. Après, bon, avec le temps, j'ai appris à prendre euh, mes précautions, comme on dit, non? Ouais. Mais par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais au Pérou, il y a eu une grosse crise, il y a toujours une grosse crise Ouais. politique et sociale. On a quand même 60 personnes qui sont mortes. Euh, Toutes de la répression policière, donc la répression du gouvernement. Il y a des personnes qui ont reçu des balles réelles. Il y a des cas où il y a eu des balles réelles. Euh, et en fait, pendant ces manifestations-là, moi, j'ai senti que j'étais en danger. Et c'est la première fois en 10 ans de carrière que j'ai vraiment su qu'il pouvait m'arriver quelque chose. Alors, comme journaliste indépendante, malheureusement, j'ai pas forcément les équipements nécessaires. Donc j'avais rien au début quand ça a commencé parce que j'ai jamais vraiment enfin il y avait du gaz d'habitude comme dans toutes les manifs mais pas à ce niveau-là. Et j'avais pas de casse non plus parce qu'il y avait pas non plus des jets ni des jets de pierre de la part de manifestants ni de la part de la police des balles à plomb ou des balles réelles. C'était pas vraiment ça. Mais là, oui, là, j'ai vraiment senti au mois de février, janvier que d'aller couvrir une manifestation, d'aller avec ma caméra parce que j'étais journaliste et parce que je pouvais faire la vie. Parce que j'ai vu autour de moi une vingtaine, trentaine de collègues se prendre des balles de plomb dans les jambes, se faire taper par la police. Et de voir qu'il y a eu 60 morts, c'est quand même. Et en fait, là, j'ai senti que oui, je pouvais avoir peur. Et en fait, à chaque fois, on essayait d'être en contact donc avec d'autres journalistes, de travailler ensemble, de se dire, écoute, moi, je vais sortir cet après-midi, je vais y aller, donc soyez attentifs. Donc on se protégeait entre nous, mais oui. Et puis souvent il y a la culpabilité aussi de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais être avec ma fille. Il y a cette culpabilité-là qui revient souvent. Il y a des gens qui me disent, mais et ta fille, elle est avec qui non, qui te pose la question, et ta fille, elle est où ma fille, elle est à la maison avec son père ou bien avec ses grands-parents, mais bien évidemment que je la laisserai pas seule. Enfin voilà, c'est des questions des fois qui un peu qui te remettent à ta place gentiment.
et Ouais. qui te font sentir que, bah oui, mais t'es quand même une femme et t'es quand même une mère. Le travail que tu fais depuis plusieurs années a été vu et reconnu par des pairs, puisque j'ai cru voir en préparant cet échange que l'autoroute qui déchire le cœur de l'Amazonie en 2015 a reçu le prix de la meilleure caméra de journaliste, donc un prix péruvien, que le dernier documentaire dans lequel tu as participé alors, avec Pacha Film. Alors Pacha Film, c'est une maison de production qui fait quand même des documentaires pour Discovery Channel, BBC, Channel 4. Et Wow. tu as donc été nominé au Emmy Award, quand même, en 2021. Oui, enfin, c'est le projet. Enfin, oui, j'ai participé au Oui, projet, j'étais dans l'équipe, oui. voilà. Wow, Donc, félicitations, hein. Wow. donc Merci. tu- depuis tout à l'heure, on entend une passion, une énergie, un désir de transmettre, de passer l'information, de mettre cette lumière sur des choses qu'on ne veut pas voir. Et aujourd'hui, c'est reconnu. Donc, c'est quand tu te dis pourquoi je laisse ma fille, en fait, tu le fais parce que ça a besoin d'être vu. Et au final, c'est vu, en fait. Et ton faire savoir, il marche, puisque voilà, au point que même la France, par deux ricochets, a pu te faire intervenir sur un cache investigation. J'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui sont en France qui rêveraient d'avoir une collaboration comme ça et qui ne l'ont pas. Donc, je pense qu'il faut être fier de ton travail et de cette expérience. Et merci parce que voilà, tu prends des risques, tu as fait des choix. Tu ne veux pas laisser un pays pour lequel tu as des origines, tu as une force de dénonciation de ce qui se passe parce que tu as un regard aussi externe. Hein, cette biculturalité, tu la vis, tu la portes et tu la mets autour de toi. Donc là, aujourd'hui, si je dis pas de secret, tu es en train de travailler sur un nouveau documentaire sur les violences sexistes au Pérou. C'est ça, oui. En fait, j'ai bossé en 2018 sur un projet qui s'appelait Disparu. Et en fait, c'était une grande enquête qu'on a faite sur les femmes disparues au Pérou, puisqu'on s'est rendu compte que au moment de la disparition d'une femme, les premiers commentaires dans les commissariats, c'est non, mais revenez dans une semaine pour mettre la plainte pour disparition. Non, mais elle a dû partir avec le copain. Oh, bah non, mais elle a dû se barrer, bref, en discothèque. Bref, enfin, plein de commentaires sexistes et de stéréotypes. Et pendant ce projet donc qu'on a fait avec deux autres collègues femmes, donc je le dis parce que c'était important pour nous de le faire. On était trois jeunes journalistes femmes dans une grosse radio du Pérou et qui nous a fait confiance dans ce projet d'enquête et on l'a fait pendant 8 ou 9 mois. Et en fait, dans ce projet-là, donc on révèle l'histoire de 4 familles qui recherchent leur fille disparue. Et en fait, au sein de ces 4 familles disparues, il y a un couple de parents, donc Carlos et Rosario. Et en fait, eux, ils recherchent leur fille Sol Siret. Ils ont cherché leur fille pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ils ont dû faire pression sur la police, les procureurs, bref, pour que ça bouge. Et en fait, en février, il s'est avéré qu'ils ont découvert que Sol Siret avait été assassiné par son beau-frère et sa belle-sœur. Et en fait, le documentaire, eh bien, c'est ce suivi à ses parents pendant 4-5 ans dans cette quête de justice, dans cette quête de recherche de la vérité, et mais aussi de cette transformation, parce que c'est des parents d'une ancienne génération, donc qui sont plus proches de mes parents, on va dire, et qui, eux, se connaissaient pas du tout, reconnaissaient pas du tout ni activistes, ni féministes, encore moins féministes, connaissaient pas du tout tout cet univers-là, on va dire, entre guillemets. Et en fait, ils se sont vraiment transformés. Et maintenant, la maman, donc Rosario, elle est devenue une activiste, un symbole fort de cette lutte contre la violence faite aux femmes ici au Pérou. Et, euh, et ils sont dans l'attente d'une condamnation pour les deux accusés. Et, euh, et voilà. Et donc, je suis actuellement dans cette production et j'espère trouver des fonds parce qu'en fait en fait le problème c'est que j'ai beaucoup de matériel filmé et je dois avoir 100 heures filmées avec la famille
Et en fait, ce qu'il me faut maintenant, c'est du temps pour le voir et pour le mettre dans une salle de montage et voir, voilà, qu'est-ce qui va émaner de tout ce que j'ai filmé avec eux et comment je veux le raconter aussi. Donc, on en est à ce stade, à ce moment-là de voir quelle est la prochaine étape du documentaire, quoi, en fait. Plateformes comme Netflix, Amazon, etc., ont cette force parce qu'aujourd'hui, tes documentaires, moi, je pense que, bon, à part Cache Investigation et puis Vert d'orage, le reste est qu'en espagnol, hein, donc pas traduit pour nous. Est-ce que finalement, des plateformes comme ça, tu arrives aussi à pouvoir les contacter et pouvoir leur présenter ce que tu fais parce que ça aura aussi une dimension pour toi qui veut changer l'image qu'on a du Pérou, une dimension aussi plus forte que si ça reste en espagnol où typiquement, j'adorerais, peut-être que Laurence a un meilleur espagnol que moi, on adorerait regarder, mais on n'a pas, quoi. On n'est pas capable. C'est justement, c'est un peu le problème que j'ai. C'est justement, c'est ce que je disais, ce plafond, c'est que là, j'ai pas forcément accès à ces contacts-là. Je sais pas comment y arriver. Je sais, mais en fait, tous tes contacts, non, c'est des réseaux de contacts. Et en fait, c'est assez marrant parce que ce documentaire-là, je l'ai proposé dans la boîte où je bossais avant. Et en fait, ils en ont pas vraiment voulu du projet. Et à un moment, ils l'ont même proposé à une boîte, à une chaîne, à une plateforme de streaming, sans m'en parler. Donc, j'étais assez surprise. Et donc en fait, c'est à un moment-là que j'ai senti que j'avais pas forcément ma place dans le monde audiovisuel tel qu'il est maintenant, et que ça allait être très difficile pour moi. Et la preuve, c'est que ça fait beaucoup d'années que j'essaye de faire ce documentaire-là. Et en fait, je pense aussi, c'est parce que comme je viens du journalisme et j'ai pas forcément fait d'école, j'ai pas fait de master en documentaire. Enfin, je suis une autodidacte, tant aussi bien de la photo, de la vidéo, du documentaire. C'est une passion que j'ai cultivée moi. Et je me pose la question maintenant si c'est ça c'est peut-être des obstacles pour moi, justement, de pas avoir été dans ce monde depuis 10 ans et de l'être que depuis quelques années. Mais bon, je continue à me battre pour pouvoir raconter cette histoire parce que je pense que c'est une histoire qui est universelle, l'histoire de ces deux parents-là. Je pense que c'est une histoire dont beaucoup de familles vont pouvoir se reconnaître ici au Pérou, mais aussi en France. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir, dans la façon de raconter cette histoire, j'aimerais pouvoir l'universaliser. Parce que, comme je le mentionnais à un moment, j'ai vu la violence conjugale physique et psychologique au sein de ma famille. Et en fait, dans cette lutte que Rosario et Carlos ils ont, je pense que je me reconnais d'une certaine manière. Je reconnais des choses que j'ai vues, non, dans les deux familles. Et c'est pour ça que je crois que ce documentaire doit se raconter, doit se faire. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir continuer à créer des contacts, à créer du réseau. Là, en juillet, je vais aller à New York parce que justement, ce projet de femmes disparues qu'on a fait en 2018 a été retenu dans une expo de photos de festival de photographie latino-américaine. Donc, on va exposer dans le Bronx avec d'autres photographes latino-américains. Et donc, j'espère que ça pourra un peu plus visibiliser ce problème, cette histoire et de pouvoir un peu utiliser cette exposition pour pouvoir trouver quelqu'un ou trouver des fonds pour pouvoir terminer ce documentaire. Alors, merci à toutes les deux d'avoir joué le jeu de l'humilacieusement connecté et d'avoir fait connaissance aussi toutes les deux. Merci pour vos témoignages, vos parcours. Je pense que vous voyez pourquoi j'ai voulu vous connecter aussi parce que je pense qu'il y a des similitudes et des envies de faire, sachant que ce que vous faites, vous l'avez commencé à un endroit, mais il peut rayonner partout. Et je pense que voilà, c'est peut-être une occasion aussi de vous connaître pour échanger vos lumières et vous donner de la force parce que je pense que
vu les chantiers qu'on a apportés, mesdames, plus on sera unis, plus ça sera. Donc, j'ai 2 questions pour finir. La première, Audrey, finalement, tu y as répondu tout à l'heure, donc je ne te redemanderai pas de répondre. On aura déjà eu la réponse dans l'interview. On parle de l'humidacieusement connecté. Il y a quand même une période de la vie où on a tous été connectés par la même chose, le Covid. Et donc, ma question, Laurent, c'est qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta vie à ce moment-là? Quel est l'impact qu'a eu le Covid dans ta vie? On s'est beaucoup rapproché avec les acteurs institutionnels pour répondre à des besoins urgents, voilà, de projets en cours ou de choses de protéger les athlètes qui étaient en préparation des Jeux. Enfin, et ça a été assez intéressant dans une situation d'urgence de voir comment on a pu à nouveau travailler ensemble et répondre rapidement aux interrogations qui étaient là. Donc, ce qui m'a permis, ce côté positif, c'est que ça m'a quand même aussi permis de passer du temps avec les enfants, et eux de voir mon travail et moi d'avoir travaillé avec eux à la maison parce que donc c'était tout petit, mais voilà, on a pris du temps ensemble. Et même si c'était un peu long à un moment donné, mais c'était le printemps au départ, il faisait quand même assez beau et tout. Au moment dur où on savait pas trop ce qui se passait, on n'avait pas trop d'informations sur la Covid. Et le point par exemple assez noir, c'était même si je regardais ça, j'ai pas le droit, enfin je regardais de loin le travail de Fight. Bah, c'était aussi que pour les personnes vulnérables qui avaient quand même besoin, les femmes qui avaient besoin d'aller dans les structures pour faire ce parcours de soins. Je pense à la Maison des femmes de Saint-Denis ou Women Safe et Children à Saint-Germain-en-Laye. Ça s'arrête. Ça veut dire que l'intrafamilial, les violences intrafamiliales, ça a explosé. Pour celles qui étaient en cours de soins, il n'y a plus d'accès à ces structures-là. Donc ça, c'était catastrophique, et hyper négatif. Et puis toi, tu es totalement impuissant, quoi. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est du côté de notre sujet aussi de rencontre. Voilà, c'était terrible. Et après, ce qui était bien, côté positif, c'était que on a développé plus la visio, l'échange en visio quand c'était possible. Donc professionnellement, mais il y a eu des initiatives avec des athlètes pour faire du sport à la maison, mais il y a eu ça, enfin l'activité physique pour vraiment se mettre en mouvement, mais à la maison avant qu'on ait eu le droit d'aller faire 1 heure de course à pied à l'extérieur, voilà. Mais c'était assez, voilà, ouais, on a eu une déflagration à l'échelle de l'égalité au niveau des violences et au niveau même de ce qui avait été établi à l'échelle même du sport, tu vois, il y avait je vois les sports co comme le rugby et le foot, il y avait une explosion du nombre d'adhésions des femmes dans la pratique de ces disciplines. Parce qu'il y a eu la Coupe du Monde féminine, notamment en France, il y a eu toute une stratégie de développement du foot au féminin. Et tous les clubs pro, à choisir entre le masculin et le féminin, ils ont fait sauter le féminin. Tout le développement professionnel des athlètes, tout, voilà, ça a été assez catastrophique de ce point de vue-là. Donc il y a une vraie régression aussi. Bon après voilà, mais après moi je l'ai vécu personnellement, voilà, j'ai passé du temps avec les enfants, avec mon mari, le fait d'être très enfermé m'a pas dérangé non plus. On est réunis dans Paris, on sortait le soir pour remercier les personnels soignants, on applaudissait. C'était aussi une prise de conscience de notre condition. Malheureusement aujourd'hui, enfin je m'arrêterai là, le constat aussi c'est que ça n'a pas servi de leçon. Voilà, ça n'a pas servi de leçon. Voilà. Malheureusement. Et tout à fait, c'est la même chose ici, hein. Ça n'a pas servi de leçon. Et côté Audrey, au moins tu es sortie avec un joli bébé qui a maintenant 2 ans. Donc, bienvenue dans le club des mamans. On a 2 garçons. Laurence, une fille et un garçon, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, Audrey, un garçon? Non, une petite fille. Une petite fille. Ben voilà. Bon, bienvenue dans ce merveilleux club des mamans et on fait ça aussi pour eux. Merci. Pour leur laisser un monde meilleur. Et la dernière question. Et là, pour le coup, Audrey, tu peux le dire dans la langue que tu veux. C'est donc vous êtes dans l'émission donc Lumidacieusement connectée, portée par l'association Les Lumidacieuses, la communauté de femmes lumineuses et audacieuses. Mais alors finalement, qu'est-ce que ça signifie pour vous une lumidacieuse? C'est à ton image. Donc tu vois, c'est riche de sororité, c'est de la cool attitude, tu vois, c'est comment et c'est de la
peut-être ce qui m'est venu comme ça, c'est que c'est composé de deux notions et que ce qui peut nous caractériser, et aussi les femmes, c'est cette capacité à faire plusieurs choses à la fois, tu vois. Ça veut dire qu'on peut être à la fois lumineuse et audacieuse. C'est peut-être une des forces aussi qui caractérise les femmes. Et toutes les femmes, enfin, ou en tout cas d'essayer de tendre vers ça. Et c'est parce qu'on tend vers ça qu'on arrive à faire bouger les lignes, en fait, aussi, tu vois. Mais je trouve que c'est assez intéressant d'avoir associé deux mots, parce qu'en général, on est obligé d'associer plusieurs capacités, plusieurs qualités pour, pour faire bouger les lignes, quoi. Tu vois, c'est ce qui me vient aujourd'hui par rapport à cette magnifique initiative, en t'en remerciant, et puis pour en te remerciant aussi de m'avoir permis de rencontrer Audrey. Voilà, ça caractérise aussi la force et l'ADN des lignes audacieuses, et puis voilà, et voilà, de sortir un peu je dirais, de l'invisibilité de nos initiatives. Elles sont aussi, faut leur donner de la lumière, et c'est jamais gagné. Donc, merci. Merci à toi, Laurence. Bravo. Et puis, je remercierai toujours Béatrice Barbuse, Marie Lopez-Ivanco, Patrick Chevalier, qui m'ont parlé de Laurence Fischer. Et donc, voilà. C'est vrai, tu as raison. Toujours un travail d'équipe. C'est ça. Je ne suis pas arrivée à toi par hasard. Audrey? Que je ne connaissais pas du tout et qui me semble super nécessaire. Enfin, ouais, s'il pouvait y avoir des espaces comme ça toutes les semaines, ça ferait du bien. Ouais, je pense que ça ferait du bien, et je pense que pour les plus jeunes qui vont nous voir, les femmes qui sont plus jeunes que nous, j'espère que ça peut les guider, ça peut leur montrer que il faut avoir peur de rien, et qu'il faut juste y aller, et qu'il faut pas penser aux barrières, enfin même si elles existent, et qu'il faut les comment dire, les détruire, ces barrières, mais il faut surtout ne pas croire à des commentaires. Non, mais tu vas pas y arriver. Non, mais toi, t'es une femme. Non, mais enfin voilà, faut pas croire à ces trucs-là, et il faut juste croire en soi, et en ses passions, et voilà, et se laisser porter par ses passions aussi, parce que les hommes ont été éduqués de cette façon-là, et que nous, on n'a pas été forcément éduqués dans cette optique. Donc, je pense que cet espace-là, il est justement pour récupérer cette idée-là de t'es un être humain, et t'as des rêves, et vas-y, fais-le. Super. Je vous remercie, mesdames. Ensemble et partout, restons lumineusement connectés. Merci. Vous êtes merveilleuses, et j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, et de vous faire découvrir aussi à d'autres réseaux que ceux qui vous connaissent. Et bon, j'enverrai tout le monde, bien sûr, regarder vos différents sites internet et aller plus loin, parce que vos actions méritent d'être soutenues et d'être visibles. Et merci à vous de rendre visible celle des autres aussi, et le soutien pour les autres causes que pour la place des femmes et la place de l'être humain de toute façon, de manière générale, dans un monde paritaire. Merci, mesdames. Merci à toi, Sabine. Merci, Sabine.